Bienvenue au cours e-learning vitesse du module théorie de l'entraînement, conditions physiques. L'importance majeure du système nerveux pour le développement de la vitesse a déjà été soulignée dans les autres présentations. J'ai donc estimé judicieux d'examiner plus en détail le mode de fonctionnement du système nerveux. La régie centrale du système nerveux est le système nerveux central. Il est composé du cerveau et de la moelle épinière. Le système nerveux périphérique est composé de fibres afférentes et de fibres efférentes. Les fibres afférentes envoient les informations depuis la périphérie, la peau par exemple, vers le système nerveux central. Les fibres efférentes envoient les signaux depuis le système nerveux central vers la périphérie. Les informations sont récoltées, traitées, mémorisées et mises en application dans le système nerveux central ainsi que dans le système périphérique. Un réflexe est une réponse involontaire, stéréotypée de l'organisme à un certain stimulus. Tous les réflexes reposent sur des circuits innés dans lesquels un stimulus défini déclenche toujours la même réaction. Ces circuits sont appelés des arcs réflexes. Ils se composent d'un capteur, d'une fibre sensorielle, afférente, et d'une fibre motrice, efférente. Lors d'un simple réflexe moteur, les fibres afférentes et efférentes sont directement reliées dans la moelle épinière. Lors de réflexes complexes, des neurones dits intermédiaires sont activés dans la moelle épinière entre les fibres afférentes et les fibres efférentes. L'activité des muscles est constamment modifiée par les réflexes. Sans eux, il nous serait impossible de réguler l'activité musculaire et de contrôler nos postures et nos mouvements. Le réflexe le plus connu est le réflexe du ligament patellaire. Lorsque les muscles antérieurs des cuisses sont étirés de manière brusque et inattendue, par exemple par un coup sur le ligament patellaire, les fuseaux neuromusculaires envoient, via les nerfs afférents, un signal à la moelle épinière. Là, le signal saute sur les fibres nerveuses motrices des muscles de la cuisse et les atteint sous la forme d'un ordre leur intimant de rétablir la bonne longueur. Les signaux parcourent le système nerveux en empruntant toujours le même chemin. Celui-ci est désigné sous le nom d'arc réflexe. Un stimulus est perçu au travers d'un récepteur. Ainsi, les fuseaux neuromusculaires mesurent toujours la longueur de la musculature et envoient des signaux en direction du système nerveux central lorsqu'il se produit une modification de la longueur. Le signal est transmis au système nerveux central par les fibres nerveuses afférentes pour être envoyé ensuite par les fibres efférentes à un effecteur, par exemple la musculature. Le signal déclenche ensuite la réaction adéquate. Tous les mouvements passent par ce processus. Une cellule nerveuse est composée d'un corps cellulaire avec des dendrites et un axone. Le corps cellulaire et les dendrites réceptionnent le signal, l'axone le transmet. Les axones, qui assurent la motricité, fonctionnent comme un câble qui entoure et isole la gaine de myéline. Cette isolation assure une transmission très rapide du signal. Lorsqu'une cellule est excitée, elle envoie via l'axone un signal électrique aux autres cellules nerveuses. Les signaux sont transmis par les synapses depuis un nerf émetteur vers une cellule nerveuse réceptrice. La transmission des impulsions électriques est effectuée par des substances chimiques. Les impulsions électriques sont appelées potentiels d'action. Les substances chimiques sont les neurotransmetteurs. Ceux-ci peuvent produire un potentiel d'action sur la cellule nerveuse réceptrice qui est ensuite transmis dans le réseau neuronal ou qui, si le signal est reçu par un motoneurone, active une fibre musculaire. Un exercice intensif augmente la performance des liaisons impliquées dans le réseau neuronal. Il permet la formation de nouvelles synapses et augmente la perméabilité et l'efficacité des synapses existantes. L'apprentissage augmente l'efficacité synaptique et contribue à développer et à maintenir la fonctionnalité du système nerveux. L'expression « use it or lose it » s'applique ici aussi. L'unité motrice est composée d'un neurone moteur, de son axone et des fibres musculaires reliées à cet axone. Il existe de petites unités motrices qui comportent relativement peu de fibres musculaires de type 1. Les grandes unités motrices innervent un grand nombre de fibres musculaires de type 2. Les grandes unités motrices ont un seuil d'excitabilité plus élevé que les petites fibres. Si durant l'entraînement, nous voulons activer les grandes unités,
nous devons entraîner l'explosivité et engager un maximum de force. Les axones des grandes unités motrices transmettent les signaux aux fibres musculaires à une vitesse et à une fréquence plus élevées. Un entraînement de la vitesse efficient doit donc solliciter les unités motrices grandes et rapides. Le fonctionnement du système nerveux nous donne maintenant la base d'informations nécessaires pour aborder les principes méthodologiques de l'entraînement de la vitesse. Donc si l'on réalise avec nos jeunes athlètes un entraînement de la vitesse toujours varié, on peut s'attendre à une amélioration de l'efficacité synaptique des synapses pertinentes et, en conséquence, à des athlètes plus rapides. De même que plus un sentier est emprunté, plus il est praticable, plus les liaisons nerveuses impliquées sont exercées régulièrement, plus elles sont efficaces et plus les séquences motrices concernées sont économiques. Et, en conséquence, plus les athlètes sont rapides. Selon un principe méthodologique, seule l'intensité maximale contribue à développer la vitesse. Cela s'explique par le fonctionnement du système nerveux. Le seuil d'excitabilité des grandes unités motrices est très élevé. Nous avons donc besoin d'une intensité élevée pour déclencher les processus d'adaptation qui interviennent dans le développement de la vitesse. Encore une fois, il a été clairement démontré que le système nerveux joue un rôle majeur dans le développement de la vitesse. Le système nerveux n'optimise son fonctionnement que si certaines conditions sont remplies. Pour cela, deux points principaux. Le facteur intensité, qui doit être suffisamment élevé, et un entraînement varié durant l'enfance et la jeunesse doit être privilégié. Au nom de la formation des entraîneurs suisses, je te remercie pour ton attention.